La vie de Neil Young a été un parcours marqué par la douleur et la résilience. Depuis une enfance difficile d'après-guerre à Toronto, où il a lutté contre la polio et les tourments familiaux, jusqu'aux hauts et aux bas de la célébrité dans le rock et la musique folk. Ses succès intemporels comme Old Man, Harvest Moon et Heart of Gold résonnent non seulement par l'éclat de sa créativité, mais aussi par la douleur des relations brisées, des mariages houleux et des difficultés à élever des enfants dans des circonstances compliquées. Aujourd'hui, âgé de plus de 80 ans, son histoire témoigne du pouvoir de la musique à transformer une tragédie personnelle en art durable. Surmonter la polio et les tourments familiaux pour forger une carrière musicale légendaire. Neil Percival Young, connu dans le monde entier sous le nom de Neil Young, est né en 1945 à Toronto, en Ontario, au sein d'une modeste famille d'après-guerre où l'expression créative était chérie malgré les épreuves quotidiennes. Son père, Scott Alexander Young, écrivain, journaliste et chroniqueur sportif doté d'un talent naturel pour le récit, et sa mère bienveillante, Edna Blow Ragland, ont cultivé un foyer riche en culture et en histoire. Aux côtés de son frère aîné, Robert Bob Young, Neil a grandi dans un environnement qui célébrait l'art et la littérature dès son plus jeune âge. Peu après, la famille quitta Toronto pour s'installer dans la petite ville rurale d'Omemee, en Ontario, un petit coin paisible qui laisserait une empreinte indélébile sur lui. Dans ce cadre tranquille, les prémices de sa vie artistique furent plantées, même si les dures réalités de l'après-guerre jetaient de longues ombres. Au début des années 1950, Neil fit face à un revers majeur lorsqu'il contracta la polio lors de la dernière grande épidémie en Ontario, ce qui le laissa partiellement paralysé du côté gauche. Plutôt que d'éteindre sa passion naissante, cette épreuve forgea en lui une résilience qui allait plus tard imprégner sa musique. Pour faciliter sa guérison, la famille passa les hivers en Floride, où Neil fréquenta brièvement l'école élémentaire Faulkner à New Smyrna Beach, avant de revenir au Canada. La famille Young s'installa finalement à Winnipeg, une ville dont les vastes paysages froids et la scène musicale locale dynamique jouèrent un rôle déterminant dans la formation de son identité musicale. À Winnipeg, Young commença à expérimenter avec des instruments tels que le ukulélé et le banjo, évoluant d'un ukulélé amélioré à un ukulélé banjo, puis à un ukulélé baryton, tout sauf une guitare, comme il l'expliqua par la suite. Les sons dynamiques du rock'n'roll et de la musique folk, diffusés à la radio et joués en live, éveillèrent son imagination et laissèrent une empreinte indélébile sur sa vision créative, des influences telles qu'Elvis Presley et Chuck Berry tissant une riche tapisserie d'inspiration. Les tourments familiaux compliquèrent davantage ces années de formation. En 1960, l'effondrement du mariage de ses parents et la douloureuse séparation d'avec son frère aîné accentuèrent son immersion dans la scène musicale locale. En 1963, mu par un engagement sans faille envers son art, Young prit la décision qui allait changer sa vie en quittant le lycée pour fonder son premier groupe stable, les Squires. Ce pas audacieux le plaça fermement sur la voie qui le conduirait à devenir l'une des figures les plus influentes du rock et de la musique folk. Un parcours défini par la résilience, la passion et la quête incessante de l'expression créative. Des sacrifices inlassables et une passion indéfectible pendant les années formatrices. Le parcours musical précoce de Neil Young a été marqué par des revirements tragiques, des sacrifices incessants et un engagement sans faille envers son art, malgré des difficultés constantes. Au début des années 1960, animé par une soif créative insatiable, Young a pris la décision qui a changé sa vie en quittant le lycée pour se consacrer à la musique. Un choix qui l'a conduit sur une voie mêlant espoir et incertitude. Ayant grandi dans les quartiers ouvriers de Winnipeg, ses premières incursions dans la musique furent des actes de défi
et des évasions désespérées d'une existence apparemment vouée à la médiocrité. Alors qu'il fréquentait l'école secondaire Earl Grey à Fort-Rouge, il forma son premier groupe, les Jades, et noua dès ses débuts des alliances avec des musiciens comme Ken Kobloon. Son engagement dans divers groupes de rock instrumental au lycée Kelvin le poussa finalement à abandonner l'éducation formelle au profit d'une carrière musicale imprévisible, une décision qui lui coûta un avenir stable et le plongea dans un monde de lutte constante et de tragédies personnelles. En 1963, Young confirma son engagement en formant le groupe folk rock les Squires, un groupe qui devint bientôt le symbole à la fois d'une promesse artistique et d'un chagrin inévitable. Avec des membres tels que Ken Kobloon, Jeff Walkert et Bill Edmondson, les Squires connurent un succès local modeste grâce à un hit intitulé The Sultan. Au cours des 3 années suivantes, ils parcoururent sans relâche divers lieux, jouant dans des centres communautaires, des salles de danse, des clubs et des écoles à travers Winnipeg et le Manitoba rural. Leur emploi du temps chargé les mena dans des villes comme Selkirk, Nepawa, Brandon et même dans le nord de l'Ontario, où l'isolement et les voyages incessants soulignaient la précarité de leur existence. À Fort William, ils enregistrèrent des démos produites par le talent local Ray D, un prélude au son plus abouti que Young parviendrait plus tard à développer. Malgré ses premiers succès, la menace de la dissolution du groupe et l'incertitude planaient toujours. Alors que Young s'affirmait sur la scène folk canadienne, il rencontra des talents émergents tels que Joni Mitchell et The Guess Who, des expériences qui enrichirent son écriture et insufflèrent à sa musique la beauté mélancolique plus tard immortalisée dans des titres comme Sugar Mountain. Réfléchissant à ses influences, Young avait un jour déclaré que Phil Ochs était une grande influence pour moi et qu'il se trouvait au même niveau que Dylan à mes yeux. En 1966, une nouvelle tragédie survint lorsque Young rejoignit les Mina Birds, un projet prometteur de Motown qui s'effondra après l'arrestation de Rick James. Avec son avenir incertain, Young et le bassiste Bruce Palmer mirent en gage le matériel du groupe pour acheter un corbillard Pontiac et fuir vers Los Angeles. Ironiquement, Young admira plus tard avoir vécu aux États-Unis illégalement jusqu'à l'obtention de sa carte verte en 1970, un rappel saisissant de la précarité de ses débuts alors même que son étoile commençait à briller. Une saga de créativité révolutionnaire. La carrière de Neil Young est une saga de créativité révolutionnaire, de conflits internes et de tragédies personnelles. Un parcours qui a commencé par une rencontre fatidique sur Sunset Boulevard et s'est transformé en l'un des récits les plus influents de l'histoire du rock. Après son arrivée à Los Angeles, le destin intervint lorsque Young et son ami Bruce Palmer rencontrèrent de Stephen Stills et Richie Furay lors d'une rencontre fortuite dans la circulation sur Sunset Boulevard. Ce moment providentiel mena à la formation de Buffalo Springfield, un groupe qui allait contribuer à façonner les genres émergents du folk rock et du country rock. Leur premier album éponyme, sorti en 1966, mêlait folk, country, psychédélisme et rock, sublimé par les guitares solistes jumelles de Stills et Young. Le disque rencontra un succès commercial, renforcé par le hit engagé de Steele, For What It's Worth, et les harmonies mélodiques distinctives de Young à la guitare électrique. Pourtant, alors que le son de Buffalo Springfield récoltait les éloges de la critique, des tensions internes commencèrent à déchirer le groupe. À mesure que l'élan du groupe grandissait, les fractures se firent de plus en plus évidentes. La méfiance envers la direction, conjuguée à l'arrestation et à la déportation de Bruce Palmer, accentua les divisions existantes parmi les membres. Leur deuxième album, Buffalo Springfield Again, sorti à la fin de 1967, témoigne de ces fissures grandissantes. 2 des 3 contributions de Young y furent enregistrées isolément. Seul le morceau Mr. Soul reflétant un véritable effort collaboratif. En mai 1968, Buffalo Springfield se désintégra,
bien qu'un dernier album studio, Last Time Around, fut publié pour satisfaire des obligations contractuelles. En 1997, lorsque le groupe fut intronisé au Rock and Roll Hall of Fame, Young prit ses distances en déclarant que cet honneur n'a rien à voir avec l'esprit du rock and roll, il a tout à voir avec l'argent. À la suite de l'effondrement de Buffalo Springfield, Young travailla brièvement comme guitariste de session pour The Monkees avant de signer un contrat solo avec Reprise Records. Le 22 janvier 1969, il sortit son premier album solo, Neil Young, qui reçut des critiques mitigées. Dans une interview de 1970, Young qualifia l'album de overdubbed plutôt que joué, révélant ainsi son conflit intérieur quant à la compromission de son intégrité artistique. Déterminé à obtenir un son plus authentique, il recruta 3 membres d'un groupe appelé les Rockets, Danny Whitten à la guitare, Billy Talbot à la basse et Ralph Molina à la batterie, pour former Crazy Horse. Dans un élan intense de créativité, le groupe nouvellement formé enregistra Everybody Knows This Is Nowhere en seulement 2 semaines. En proie à une fièvre qui l'avait élevé à 39 degrés Celsius, Young composa des morceaux emblématiques tels que Cinnamon Girl, Cowgirl in the Sand et Down by the River. La carrière de Young prit un autre tournant dramatique lorsqu'il se réunit avec Stephen Stills pour rejoindre le trio déjà établi Crosby, Stills and Nash. Insistant pour être membre à part entière plutôt que relégué à un rôle subalterne, le groupe fut rebaptisé Crosby, Stills, Nash & Young, faisant ses débuts à Chicago le 16 août 1969. Leurs performances live devinrent rapidement légendaires, notamment lors du festival de Woodstock où Young, dans un moment brut et sans retenue, avait averti l'équipe de tournage « Si l'un d'entre vous s'approche de moi, je vais te frapper avec ma guitare. » Cette explosion de colère souligna non seulement la dynamique volatile au sein du groupe, mais aussi l'engagement farouche de Young envers son art. Alors que le groupe enregistrait son album Déjà Vu, les tensions croissantes, notamment entre Young et Stills, ce dernier l'ayant par la suite accusé de vouloir jouer de la musique folk dans un groupe de rock, révélèrent de profondes divergences créatives qui continueraient de hanter leur collaboration. Au milieu des conflits internes liés au projet de groupe, Young canalisa ses angoisses personnelles dans des œuvres en solo. Son succès commercial éclata avec la sortie de After the Gold Rush le 31 août 1970. Avec la participation de musiciens renommés tels que Nils Lofgren, Stephen Stills et le bassiste de CSNY Greg Reeves, l'album offrait un large éventail d'émotions. Le morceau titre exsude une mélancolie éthérée, tandis que des chansons comme Tell Me Why et Don't Let It Bring You Down dévoilent une vulnérabilité poignante. De plus, la dénonciation véhémente du racisme dans le morceau blues rock Southern Man toucha une corde sensible à une époque de bouleversements sociaux, polarisant le public tout en consolidant sa réputation d'artiste intransigeant. Bien que cet album l'ait propulsé sous les feux des projecteurs, il accentua aussi l'isolement qui accompagnait souvent son succès, le laissant naviguer entre la dualité douce amère de la célébrité. La promesse du succès n'était pas sans coût. Lors de la tournée, la dynamique de Crazy Horse fut brisée par le déclin rapide du guitariste Danny Whitten, dont la lutte contre la dépendance aux drogues l'empêchait de jouer de manière fiable. Plus tard, Young se souvint dans une interview accordée à Rolling Stone en 1975. Nous répétions avec lui et il n'était tout simplement pas à la hauteur. Il ne se souvenait de rien. Il était complètement déconnecté. J'ai dû lui dire de retourner à Los Angeles. Ça n'arrive pas, mec. Tu n'es pas assez en forme. Il a simplement répondu « Je n'ai nulle part où aller, mec. Comment vais-je expliquer ça à mes amis ?» Et il a abandonné. Ce soir-là, le médecin légiste m'a appelé de Los Angeles pour me dire qu'il avait fait une overdose. Cela m'a bouleversé. J'aimais Danny. Je me sentais responsable. Et à partir de là, j'ai dû partir immédiatement en tournée dans d'immenses arènes. J'étais très nerveux et peu sûr de moi. Ces paroles déchirantes capturent la culpabilité écrasante et l'impuissance que Young a endurée,
Un rappel brutal de la manière dont la dépendance et la perte peuvent bouleverser des vies et s'aborder l'énergie créative. Le début des années 1970 annonça également l'arrivée de ce que les fans appelleraient plus tard la trilogie Ditch, une série d'albums qui plongeait au cœur des émotions brutes de Young. Les projets d'une tournée de suivi avec The Stray Gators et Crazy Horse furent entachés par la détérioration de l'état de Wheaton, et son overdose le 18 novembre 1972, aggravée par la mort du roadie Bruce Berry, due à des complications liées à la drogue, laissa Young sous le choc. L'album Lifetime Fades Away, sorti le 15 octobre 1973, devint emblématique de cette période tumultueuse, une collection de nouveaux morceaux forgés au milieu du tumulte intérieur que Young admit plus tard être son œuvre qu'il aimait le moins. Alors que les tragédies personnelles s'accumulaient, des moments fugitifs de retrouvailles offraient un bref répit. À l'été 1974, Young se retrouva avec Crosby, Stills et Nash pour une tournée en stade qui comptait parmi les plus grandes de l'époque. Pourtant, l'exaltation de cette réunion fut de courte durée. En 1975, après avoir reformé Crazy Horse avec Frank Sampedro, Young sortit Zuma, un album imprégné des thèmes de la perte et des relations ratées. Une collaboration ultérieure avec Stephen Stills, qui donna lieu à Long May You Run en 1976, se termina brusquement par un télégramme succinct de Young qui disait « C'est drôle comme certaines choses qui commandent spontanément finissent ainsi. Mange une pêche, Neil ». Ce bref message capturait la nature éphémère des alliances créatives et le cycle sans fin d'espoir et de chagrin qui ponctuait sa carrière. Dans les années 1970, Neil Young consolida sa réputation comme l'une des voix les plus innovantes du rock. Après le succès retentissant d'After the Gold Rush en 1970, qui mêlait introspection et commentaires sociaux percutants, il continua de repousser les limites musicales. En collaborant avec Crazy Horse et en se réunissant avec Crosby, Stills et Nash, les performances live de Young, marquées par une énergie brute et des éclats imprévisibles, devinrent légendaires. La fin des années 1970 fut marquée par un tournant majeur avec la tournée Rust Never Sleeps, au cours de laquelle il alternait des sets acoustiques intimes avec des numéros électriques explosifs. Des albums comme Rust Never Sleeps et Live Rust capturèrent cette dynamique, avec des morceaux tels que My My Hey Hey, incarnant son esprit rebelle. Les années 1980 apportèrent à la fois expérimentation et défi. Young explora des sons acoustiques, country et même portés par des synthétiseurs avec des albums tels que Hawks and Doves, Reactor et Trance. Des différends avec les maisons de disques et une réaction critique négative à son travail rockabilly et expérimental, notamment sur Everybody's Rockin', le poussèrent à se retirer temporairement de la scène grand public. Pourtant, son engagement envers l'indépendance artistique resta inébranlable, ouvrant la voie à des projets plus ciblés comme Old Ways et Landing on Water. Pendant cette période, ses responsabilités personnelles s'approfondirent avec son implication dans la Bridge School, fondée pour soutenir les enfants en situation de handicap sévère, une cause qui lui tenait à cœur en raison de ses propres expériences familiales. Dans les années 1990 et 1000, Young retrouva ses racines en sortant des albums salués par la critique tels que Harvest Moon et Freedom, et en abordant des questions contemporaines à travers des chansons comme Rockin' in the Free World. Malgré un anévrisme quasi mortel en 2005 qui donna naissance à l'introspectif Prairie Wind, il continue à enregistrer de manière prolifique. En entrant dans les années 2010 et 2020, Young resta une force créative vitale. Des albums tels que The Visitor et Colorado mirent en lumière sa capacité toujours intacte à innover, tandis que des jalons personnels, son mariage avec Daryl Hannah en 2018 et l'obtention de la citoyenneté américaine en 2020, soulignèrent dès son évolution continue, tant en tant qu'artiste qu'en tant qu'individu. Une saga d'amour,
de pertes et de résilience inébranlable. La vie personnelle de Neil Young a été une tapisserie tissée de moments de passion, d'un amour profond et de tragédies marquées. En décembre 1968, Young épousa sa première femme, Susan Acevedo, propriétaire d'un restaurant. Toutefois, cette union fut de courte durée. En octobre 1970, Susan demanda le divorce. Ce premier échec conjugal donna le ton aux futures aventures sentimentales de Young, soulignant un thème récurrent d'instabilité personnelle et de sacrifice. Peu après sa séparation d'avec Susan, Young entama une relation avec l'actrice Carrie Snodgrass, un lien qui se révéla à la fois passionné et tragique. De la fin 1970 à 1975, Carrie devint une partie essentielle de sa vie et vint rapidement vivre avec lui dans son ranch, situé dans le nord de la Californie. Leur relation, cependant, fut entachée de difficultés dès le début. En 1972, Carrie et Young accueillirent un fils, Zach, né le 8 septembre. Tragiquement, Zach fut diagnostiqué d'une paralysie cérébrale, une condition qui allait dominer une grande partie de leur vie familiale et modifier à jamais la dynamique de leur relation. Carrie se souvint d'un moment doux amer de ses premières années. Quand Zach avait 2 ans, Neil l'a emmené sur scène lors d'un concert et 100 000 personnes lui ont chanté « Joyeux anniversaire ». Malgré ses gestes publics, elle déplora que le chanteur voyait rarement son propre fils, soulignant ainsi le décalage douloureux entre son image publique et ses responsabilités familiales. Les défis d'élever un enfant atteint d'un handicap sévère, aggravé par le soutien financier sporadique et l'absence physique de Young, menèrent finalement à des tensions croissantes et à un règlement juridique. Carrie fut obligée d'obtenir des versements mensuels et des fonds supplémentaires pour s'assurer que Zach reçoive les soins appropriés, une situation qui la laissa en difficulté tant sur le plan émotionnel que financier. La peine de cœur vécue avec Carrie marqua le début d'un schéma de perte personnelle et de relations familiales tendues pour Young. En 1974, alors qu'il vivait près de son ranch, il rencontra Peggy Young alors qu'elle travaillait comme serveuse dans un diner local, une rencontre plus tard immortalisée dans sa chanson de 1992 « Unknown Legend ». Leur lien se renforça rapidement et, en août 1978, ils se marièrent. Pendant plus de 3 décennies, Neil et Peggy construisirent une vie à la fois créative et domestique. Ensemble, ils eurent 2 enfants, Ben et Amber. Pourtant, la tragédie continua d'ombre leur famille. Ben fut diagnostiqué d'une paralysie cérébrale et Amber d'une épilepsie. Ces diagnostics dévastateurs plongèrent la famille dans une lutte incessante contre les défis du handicap, affectant profondément leur quotidien. Face à la dure réalité de l'état de leurs enfants, Neil et Peggy transformèrent leur tragédie personnelle en une mission de changement. En 1986, animés par le désir de soutenir les enfants souffrant de handicap sévère, ils cofondèrent la Bridge School à Hillsborough, en Californie. Cet établissement, qui a depuis recueilli le soutien de nombreux artistes lors de concerts de bienfaisance annuels, fut une réponse directe aux difficultés qu'ils rencontraient chez eux. Malgré ces nobles efforts, les pressions incessantes de la vie familiale et les exigences permanentes de la carrière de Young finirent par user leur relation de longue date. Après 36 ans de mariage, Young et Peggy divorcièrent en 2014. Une fin douloureuse pour un partenariat qui avait été à la fois profondément personnel et professionnellement collaboratif. La perte fut encore accentuée par le décès de Peggy le 1er janvier 2019, laissant Young confronté à la finalité d'un chapitre marqué par un amour intense et une tristesse tenace. Après ce divorce, Young trouva finalement du réconfort et un nouveau départ dans sa relation avec l'actrice Daryl Hannah. Ils commencèrent à se fréquenter en 2014, puis se marièrent dans le 25 août 2018 à Atascadero, en Californie. Bien que cette union apportât une certaine stabilité et un soutien mutuel dans la seconde partie de sa vie, elle ne parvint pas à effacer complètement les ombres persistantes de son passé. La relation de Young avec Hannah,
bien que marqué par une aisance apparente et une vision artistique partagée, coexiste avec le lourd héritage de ses tragédies antérieures. En évoquant le regard critique du public sur leurs relations, surtout après son divorce très médiatisé, Young est resté défiant. On s'en fout. On s'en fiche, parce qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent, avait-il déclaré, soulignant ainsi sa priorité pour le bonheur personnel plutôt que pour le jugement des médias. Au-delà de ses relations amoureuses, le parcours personnel de Neil Young est également marqué par des problèmes de santé persistants et des luttes contre la toxicomanie. Avoir contracté la polio lors de la dernière grande épidémie en Ontario en 1951 lui a laissé des limitations physiques à vie. De plus, il lutte contre l'épilepsie depuis sa jeunesse, des expériences qui l'ont contraint à annuler des tournées et à faire des pauses intermittentes dans sa carrière effrénée. Les turbulentes années 1970, une période où la drogue et l'alcool régnaient dans la scène rock, ont encore aggravé ses difficultés personnelles. Ses combats contre l'addiction et les cicatrices qu'ils ont laissées sur sa santé et ses relations sont devenus un thème récurrent dans ses interviews et ses chansons, contribuant à une image publique aussi brute que sincère et tragique. La vie de Neil Young est une histoire de lutte et de profondes pertes personnelles qui ont façonné sa musique intemporelle. En surmontant des défis précoces comme la polio et des relations tumultueuses, il a continuellement canalisé sa douleur dans son art. Aujourd'hui, âgé de plus de 80 ans, malgré des problèmes de santé persistants et des combats passés contre l'addiction, la musique de Neil demeure un puissant témoignage de la façon dont la souffrance personnelle peut nourrir une créativité exceptionnelle. La tristesse qui a jalonné sa vie enrichit-elle en fin de compte son héritage musical ou éclipse-t-elle les contributions monumentales qu'il a apportées au rock et à la musique folk? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de liker, partager et vous